Donc, bienvenue dans cet atelier d'échange et d'informations sur deux aspects. On avait vu déjà, alors on avait vu le stress et l'émotion. Ensuite, on a vu le stress et la communication. Mais là, maintenant, on va voir la communication et le management, c'est-à-dire comment se positionner quand on manage quelque chose au niveau communication. Donc, bien sûr, c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin de poser des questions. C'est tout à fait OK. Je vais partager déjà les petits slides. Avec un petit rappel de ce qu'on a pu voir précédemment, c'est qu'il y a trois systèmes dans notre cerveau. Alors, en fait, il y en a quatre, mais nous, on va dire qu'il y en a trois. En sachant qu'on parlera quand même du paléolimbique pour le différencier du néolimbique ici dans cet exposé. Et donc, en fait, quand tout se passe bien, on est en mode adaptatif, c'est-à-dire que on a notre automatique qui gère tout ce qui doit être géré, on a l'adaptatif qui va s'occuper de toutes les situations nouvelles, et on a l'instinctif qui, lui, s'occupe de veiller à ce que tout va bien. Et donc, par contre, le problème arrive quand l'automatique, lui, a vraiment envie de prendre le contrôle, il se met un peu en mode résistance. Et donc, à ce moment-là, le stress se déclenche, c'est-à-dire le stress va partir d'un signal adapté envoyé par le cerveau adaptatif vers le cerveau instinctif, le reptilien, qui va, lui, déclencher les trois types de stress, fuite, lutte et inhibition. En fait, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le stress, quoi qu'il arrive, est lié à une pensée ou une interprétation inadaptée du cerveau automatique. C'est juste un rappel, mais c'est important parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Quand je dois communiquer, si je suis stressé, ça sera moins bien que si je suis en mode adaptatif. Quand je suis manager aussi, c'est pareil. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'aller solliciter ce cerveau adaptatif à tout moment parce que, effectivement, par rapport à ce signal d'alarme qui est envoyé, eh bien, c'est ce signal d'alarme qui nous permet de dire, bon, OK, il faudrait peut-être que je change mon interprétation de la situation, il faudrait peut-être que je change ma pensée pour, du coup, couper, enfin sortir de la cause même du stress. Là, on va vraiment travailler sur la cause même du stress, c'est-à-dire une pensée, une interprétation inadaptée à la situation. Donc, en ce qui concerne la communication, j'avais déjà montré ce slide. Normalement, on pourrait considérer que la communication entre deux personnes, c'est 50-50. Hein. On parle de responsabilité, j'ai envie de dire. Mais quand vous savez communiquer, vous avez 100% de la communication sous la main. Et j'avais parlé de cet aspect manipulation. Oui, on pourrait en profiter pour manipuler, mais on est toujours en train de manipuler quelque part. L'essentiel, c'est d'avoir une intention constructive. Parce que même quand il dit bonjour à une personne, c'est de la manipulation, hein, au sens strict du terme. Donc, la manipulation, oui, mais pour toujours aller vers cette solution constructive et cette issue gagnant-gagnant, je veux dire. C'est important de se mettre dans cette posture avant de communiquer, parce que sinon, ça veut dire qu'on est encore en mode résistance et que forcément, ça va parasiter notre capacité à bien communiquer. Donc, on voit aussi, alors là, il y a un aspect important par rapport au manager. J'avais déjà parlé aussi du positionnement grégaire. On a un axe vertical qui est lui un rapport de force et de confiance en soi. Donc, ça veut dire que le dominant a toute confiance en lui et le soumis, pas du tout ou très peu. Enfin, après, c'est graduel en fonction de cette échelle. L'axe horizontal, c'est le rapport de confiance en l'autre. Donc là, on a le marginal qui n'a aucune confiance en l'autre et l'axial qui a toute confiance en l'autre. Donc, on pourrait dire que la posture déjà du manager, l'idéal, c'est dans cette capacité d'être assertif. C'est-à-dire assertif, ça veut dire que je suis capable de m'imposer, de donner des directives, etc. Donc, voilà, je suis capable voilà, de m'affirmer aussi. En même temps, je suis capable d'écouter, j'ai envie de dire, donc d'être à l'écoute, voilà, d'être dans une posture basse, pardon, excusez-moi. En même temps, je suis capable de faire confiance à l'autre tout en restant vigilant. Ouais, il y a un peu cet équilibre de ces quatre axes-là qui se retrouvent dans cette posture assertive. Et c'est vrai que c'est l'idéal. On dit souvent dans les formations commerciales, l'assertivité, c'est être capable d'aller vers le client, etc., etc. Il n'y a rien d'agressif dans l'assertivité. C'est juste d'être capable de se positionner, de prendre sa place, d'écouter, de faire confiance tout en étant vigilant. Et donc, à partir de ce moment-là, le manager va être OK. On avait parlé aussi de l'effet rebond la dernière fois. C'est vrai que si vous prenez une personne qui est plutôt de type soumis et que vous la mettez dans un poste de manager, elle va avoir beaucoup de mal parce que quelque part, elle va encore plus se soumettre. Hein, il y a l'atelier précédent où on en parle.
Et donc c'est important quand même d'avoir une personne, quand on est manager, qui est quand même capable d'être plutôt dans cet environnement-là, j'ai envie de dire, ou là, pourquoi pas, en sachant que les deux premières divisions, c'est OK, la troisième, ça devient gênant. Donc on peut dire que le manager, il peut se situer là, dans sa posture récurrente, et c'est OK. Il a tout ce qu'il faut pour être assertif et tout en même temps être capable de donner des directives. Donc maintenant, si on va un peu plus loin, effectivement, bah, toujours cette adaptabilité dans la communication, améliorer ma façon de capter, c'est-à-dire améliorer ma façon de comprendre ce qui se passe en moi, de comprendre aussi ce qui se passe chez l'autre. Donc pour avoir quelque part cette intelligence émotionnelle, mais aussi avoir aussi toutes les informations dont j'ai besoin pour justement ensuite améliorer ma façon de réguler. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai capté un maximum d'informations et de la meilleure manière qui soit, je pourrais prendre cette décision et aller vers le résultat que je souhaite parce que j'aurai vraiment cette capacité à bien capter et bien réguler. Et si on va plus loin dans le processus réel, c'est vraiment les 16 compétences qui sont sollicitées dans la communication, dans le management. Être capable de se responsabiliser. Ouais, les deux premiers axes, c'est capter, se responsabiliser, d'avoir ce recul, d'être conscient qu'on a quelque chose à faire avec la situation, d'être vraiment capable d'avoir notre pouvoir d'action, d'être capable en exploration d'accepter ce qui est tout en étant vraiment présent, la présence du manager, c'est important, on est en train d'accompagner des personnes, d'être capable d'observer une situation sans commencer à avoir des préjugés sur telle ou telle personne, et puis surtout d'être curieux parce qu'on a besoin d'informations pour bien manager. Et ensuite, au moment où on va réguler, donc l'alignement, c'est avoir vraiment cette intention constructive. On est là, on est dans une équipe, donc on va aussi agir avec le cœur parce que voilà, c'est l'idée de créer la cohésion, créer vraiment cette entente, être capable aussi de susciter une confiance qui va permettre d'avoir toute la remontée d'informations dont on a besoin. Accéder à ces ressources, bien sûr, être conscient de ces ressources et s'engager, bah oui, parce que un processus, ça prend du temps, donc s'engager. Et puis, bah, réguler, deuxième partie, relâche, eh bien, c'est accepter l'inconnu, savoir que de toute manière, on maîtrise partout, pas tout, mais être conscient qu'on est capable de s'adapter à l'inconnu. Et je dis toujours, surtout si on est capable de faire ces trois étapes-là, il n'y a pas de raison qu'on s'adapte, qu'on ne soit pas capable de s'adapter à une nouvelle situation. Libérer le passé, on parle de pardon, mais aussi on parle de gratitude. C'est important, cette gratitude envers les personnes et faire confiance à la vie. Bah oui, parce que, encore une fois, la vie est là pour nous amener des expériences qui nous font grandir. Donc, je reviens assez vite, hein, c'est pour juste un rappel pour ceux qui n'auraient pas vu les ateliers précédents. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup dire, il y a un axiome, enfin, c'est que bien souvent dans les organisations, le problème vient du flou. Les rôles ne sont pas suffisamment définis, les directives ne sont pas suffisamment claires, la délégation est mal faite, etc. etc. Et donc, ben, c'est un peu comme si on faisait exploser de la dynamite dans un champ. Comme c'est flou, ben, au moment où on va donner des directives, etc., ben, quelque part, l'énergie des collaborateurs s'en vont un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'est que si on est capable de cadrer, de mieux définir tous les processus internes à une organisation, à une équipe, etc., eh bien à ce moment-là, on va canaliser cette direction et cette énergie au lieu de s'éparpiller dans tous les sens, eh bien ça va faire quoi? Ça va nous faire une fusée. C'est-à-dire que toute l'énergie de tous les collaborateurs va dans le même sens. Et à ce moment-là, on a vraiment une équipe productive, dynamique, évolutive, etc., etc. Donc, c'est un peu le but, quelque part, quand on travaille dans la communication. C'est pour ça que je parle de la main de fer dans le gant de velours. C'est la capacité j'ai envie de dire, en même temps être une personne bienveillante, d'accompagner, etc., etc., et en même temps être capable de poser ses règles, d'avoir des règles suffisamment strictes et des processus suffisamment détaillés pour que l'énergie de l'équipe aille dans le même sens. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main aussi en dessous. Voilà. Donc, si on va un peu plus loin, pardon, hop, voilà. Il y a une première chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le leadership situationnel, c'est un outil qui est connu, mais qui est essentiel. Et malheureusement, il y a beaucoup de managers qui n'ont pas entendu parler de ça, alors qu'avant, même chez les managers seniors, tout le monde avait eu sa formation au leadership situationnel. Les nouveaux managers l'ont beaucoup moins, et pourtant c'est essentiel parce que on doit être capable de s'adapter à la maturité du collaborateur. Cette maturité, elle est mesurée en fonction de deux critères. Est-ce qu'il est compétent ou incompétent?
est-ce qu'il est engagé ou non engagé. En sachant que engagé, ça veut dire qu'il est à la fois volontaire, motivé et qu'il se sent en sécurité pour aller faire la tâche qu'on lui demande. Et donc, si ce n'est pas le cas, on le considère comme non engagé. Donc, pour une personne qui est en M1 ici, donc qui vient d'arriver, il ne sait pas tellement ce qu'il a à faire, il n'est pas compétent, eh bien, il va falloir être assez directif. Alors, directif, pas dans le sens de donner des ordres, mais plutôt de lister, de dire, voilà, il faut faire ça, maintenant tu fais ça, et ensuite tu fais ça. C'est un peu la posture de la caissière qui se fait former dans un magasin au supermarché. Et derrière, il y a la caissière expérimentée qui lui dit, tiens, c'est là, c'est là, c'est là, fais ça maintenant. Donc là, c'est quand il y a une personne, un nouvel arrivant, c'est cette posture qu'il faut savoir prendre. Après, on rentre dans l'espace du leader coach ou du manager coach, on pourrait dire. C'est-à-dire que la personne, elle commence à être sécurisée, donc on va commencer à être pédagogue, à lui expliquer les tenants, les aboutissants, etc. Donc, c'est important dans cette relation d'être bien conscient de ce niveau parce que la personne va avoir besoin de certaines choses, d'explications. Donc, on est toujours là pour l'accompagner de manière à ce qu'une fois qu'elle a bien compris quelque part qu'est-ce qu'elle doit faire avec cet aspect directif et pourquoi elle le fait avec cet aspect pédagogue, eh bien, on puisse rentrer dans la troisième phase, c'est-à-dire que la personne devient compétente. Mais là, à ce moment-là, c'est pas évident d'y aller. C'est comme si on doit faire un premier vol en solo quand on apprend à piloter. Bon, on va se retrouver tout seul, donc on n'est pas forcément motivé, sécurisé. Enfin, donc, comment on va s'y prendre avec la personne? Là, c'est différent. On est dans une posture de facilité, c'est-à-dire, en fait, on va vérifier avec la personne qu'elle a bien compris tout ce qu'elle a à faire, de manière ensuite à aller lui faire faire son expérience et tout en lui disant, t'inquiète pas, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais c'est par cette expérience, c'est par les erreurs qu'elle va faire qu'ensuite elle va du coup prendre cette assurance, décidément, j'arrête pas de. Et donc, du coup, on va pouvoir ensuite être dans un style vraiment beaucoup plus délégatif. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a ça à faire, tu me préviens quand c'est fait, tu as bien compris comment tu t'y prends, c'est OK, allez, on y va. Et donc, c'est évident que si vous parlez en type délégatif à une personne qui vient de rentrer dans l'équipe, ça ne va pas être évident parce qu'elle va être complètement paumée, elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. Si vous parlez en mode directif à un délégatif, elle va dire, bah, écoute, ça va, c'est bon, je connais mon boulot. Donc, c'est vraiment important déjà dans cette communication au manager d'être conscient de ces quatre étapes d'apprentissage, ces quatre phases, ces quatre maturités du collaborateur pour adapter sa communication. C'est vrai pour tout, hein, c'est vrai aussi bien quand on l'accompagne pour qu'il monte en compétences que quand on lui délègue quoi que ce soit. Donc c'est vrai en fait, c'est vraiment à prendre en compte pour bien être conscient du niveau de maturité du collaborateur, en sachant que c'est le manager lui-même qui évalue ce niveau de compétence, de maturité, et ce niveau de maturité, c'est à un instant T. Okay, parce qu'une personne qui pourrait être en délégatif M4 pourrait avoir tout un coup une crise de panique et redevenir en M1, il faut tout lui réexpliquer. Donc voilà, c'est vraiment à l'instant où on le fait, et c'est le manager qui évalue la compétence de la personne qu'il a dans son équipe. Donc, un premier point très, très, très important, et je vous dis malheureusement, dans ce que je vois dans mes coaching de managers, plutôt mis de côté, il y en a peu qui sont au courant de cet outil qui est pourtant essentiel de mon point de vue. Après, justement, quand on parle de mettre ce cadre, eh bien, en fait, là, c'est quand on va déléguer, il faut penser à mettre un cadre aussi. Et donc, d'être beaucoup plus précis hein, pour que l'énergie du collaborateur aille vraiment dans la bonne direction. Et c'est là qu'on va d'abord faire la différence entre le but et l'objectif. Parce qu'on a un but, oui, ce serait de lancer tel produit, de faire 20% de chiffre d'affaires en plus. Hein, c'est vague. C'est pas forcément sous contrôle parce que ça dépend du marché, de la qualité du produit, de l'accueil, etc., etc. Par contre, on va pouvoir fixer des objectifs très précis. Hein, comme on dit, un objectif SMART. Ça commence par S, spécifique, c'est-à-dire vraiment concret. Et donc, on va donner des objectifs précis à la personne de manière à ce qu'elle sache exactement ce qu'elle a à faire et aussi à ce qu'on puisse l'évaluer très précisément sur l'objectif, est-ce qu'il a été atteint ou pas. Une fois qu'on a défini ça, on va passer vraiment de cet aspect opérationnel. L'opérationnel, c'est tout ce qui concerne bah, justement la mise en route. Qui est-ce qui fait quoi? C'est quoi les moyens dont on a besoin? Dans quel sens on va procéder? Qui est-ce qui commence? Qui est-ce qui continue? Etc. Et donc, c'est vraiment d'avoir défini tout cet aspect opérationnel et de se mettre bien d'accord avec le collaborateur. Et d'ailleurs, c'est dans cette étape opérationnelle qu'on va être vraiment en fonction du niveau de maturité. Là, si c'est l'opérationnel avec un M1, je le fais avec lui. Si c'est un M2,
je le surveille, il est en train de le faire et je lui explique pourquoi il le fait. Si c'est un M3, dans cet aspect opérationnel, je vais lui demander comment il va s'y prendre, de qui il a besoin, de quoi il a besoin, etc., comment, quel moment, etc., le déroulé de son processus. Je vais vérifier avec lui qu'il a bien compris. Et s'il est délégatif, ben, je dirais, écoute, voilà, il y a ce but, cet objectif, tu vois comment tu vas t'y prendre, etc., c'est OK, d'accord. Donc l'opérationnel, là, va beaucoup plus vite avec une personne qui est en M4 délégatif. Une fois qu'on a bien défini ces opérationnels, il y a des recommandations à faire. Et là, il y a une recommandation essentielle, c'est de dire aux collaborateurs, s'il y a quoi que ce soit qui te ralentit, tu viens me voir. Et ça, c'est trop souvent oublié. Ce qui fait qu'un collaborateur, ben, il est ralenti parce qu'il attend une information qui n'arrive pas. Et donc, au moment où il aurait dû rendre sa tâche, ben, ce n'est pas fait. Et du coup, ça met en péril un autre processus dont était dépendant cette tâche. Donc voilà, il y a des recommandations essentielles à faire aux collaborateurs. Et ensuite, vraiment bien définir l'avancée, la progression, à quel moment on en est là, etc., etc. Et cetera. Et quand on a vraiment mis en place ces quatre phases, quelque part, dans la délégation, eh bien, quelque part, c'est comme si on avait défini le tuyau, là, qui va permettre à la fusée de s'envoler, parce que le collaborateur sait précisément où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et puis, voilà, et surtout quand ça se passe mal, de vous prévenir pour pas que vous soyez obligé de jouer aux pompiers. Dans la formation neurosystémique, on a d'ailleurs un rituel de délégation vraiment très, très complet. On a aussi comment on va ensuite évaluer l'objectif pour en tirer tous les enseignements nécessaires. Mais cet aspect délégation, c'est beaucoup de managers ne savent pas déléguer. Du coup, ils se retrouvent à devoir jouer aux pompiers ou alors ils n'osent pas déléguer, ils doivent tout faire tout seuls et ça, c'est un vrai problème. Et quand ils apprennent à déléguer, eh bien, ils vont du coup gagner du temps et puis aussi, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, pour chaque tâche, ils vont créer une petite fiche de délégation qui peut être très utile si jamais il y a du turnover. Pourquoi? Parce que bah, du coup, tiens, bah, voilà, tu arrives là, tu ne sais pas quoi faire. Tiens, bah, j'ai déjà la fiche là. Tiens, lis, on va regarder ça ensemble, etc. Tu as bien compris, c'est OK, bah, tu peux y aller. Donc, la délégation a un aspect hyper important de cette communication du manager vers son collaborateur. Oui, Leïla, je vois que tu as levé la main. Oui, j'ai pas bien saisi KPI. KPI, les KPI, ouais, c'est en anglais, c'est les indicateurs de progression. C'est-à-dire à quel moment on doit en être où, à quel moment on va se revoir, etc., etc. Toute la progression pour, on va évaluer dans le temps où est-ce qu'on en est et à quel moment il faut qu'on aille mettre des repères pour être certain qu'on est bien avancé. Parce qu'on va poser des points de contrôle, j'ai envie de dire. Et là, c'est important de poser ces points de contrôle et qu'ils soient dans le temps. Oui, Sandra? Oui, la fiche de délégation, c'est quoi? C'est une fiche par rapport au projet. Ou est-ce que c'est une Oui, fiche générale, globale de délégation? alors, ça peut être une fiche. Dans un projet, on va avoir plusieurs délégations, je vais dire, si on a plusieurs personnes qui ont chacune une tâche. Ça peut être aussi très important quand on travaille en transverse, parce qu'on n'a pas forcément contrôle sur la personne, on n'est pas son manager, et son manager, c'est pas le nôtre non plus. Donc, de bien vraiment définir tout ce qu'on attend d'une personne quand on va déléguer quelque chose en transverse. Et donc, c'est une fiche qui s'adapte, hein, j'ai envie de dire, au projet ou à la tâche et au type de tâche et au type d'organisation dans laquelle on va Adapté au l'appliquer. projet. C'est la fiche adaptée au projet qu'on donne aux collaborateurs. Voilà, voilà, voilà. Qu'on donne ou qu'on aura établi avec lui. Hein, si c'est un Oui, bien sûr. M3, on va l'établir avec lui. En tout cas, on peut y avoir pensé avant et on va vérifier avec lui qu'il a bien intégré tout ça. Ok. OK, donc, en fait, oui, tout est défini. Tout est défini. D'ailleurs, en neurosystémique, on voit aussi la biosystémique de Jacques Fradin, celui qui a créé l'approche cognitive et comportementale, donc là, les bases des neurosciences qu'on utilise. Et lui, pareil, il y a des axiomes excessivement précis qui doivent être appliqués dans toute organisation. Sinon bah, du coup, il y a du flou et ça part en cacahuète. Donc, définir, c'est un élément essentiel. Le manager doit être conscient qu'il doit tout définir y compris ce qu'on voit dans la neurosystémique aussi, qui est issu de l'holacratie, c'est les rôles, les redevalités, les raisons d'être de chaque rôle, en sachant qu'une personne peut avoir plusieurs rôles, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'en parlerai dans le prochain atelier, mais il y a des choses excessivement importantes qui manquent dans beaucoup trop d'organisations et qui provoquent tous ces dysfonctionnements récurrents qu'on retrouve toujours. Donc après, l'autre chose, l'autre qualité dans sa communication du manager, c'est d'être présent, d'être dans une écoute active et de questionner. C'est un peu cette posture de coach, mais en fait, avant tout, c'est d'être vraiment présent au collaborateur. C'est-à-dire que si je suis là, mais qu'en même temps, j'ai mon téléphone, je regarde mes SMS et puis j'ai des trucs qui arrivent sur mon écran qui me distraient, c'est pas top.
D'accord? On est dans la relation humaine, d'autant plus aujourd'hui que voilà, les mentalités évoluent, les nouvelles générations sont excessivement exigeantes en termes de qualité de soft skills relationnels. Donc, si on n'est pas présent, déjà, on va louper un truc. Et puis, on va pas forcément être suffisamment focus pour aller chercher l'information dont on a besoin. Parce que effectivement, l'information, on va l'obtenir en posant des questions flash, qu'on appelle des questions flash. On apprend ça dans la formation de coach, mais on le revoit aussi dans la formation sur la communication, c'est-à-dire des questions ouvertes et très courtes. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça vient dire? Etc. Vraiment des questions tout à fait très, très courtes, mais ouvertes, qui vont ouvrir un maximum de possibilités chez le collaborateur. Et là, on voit que si le manager pose des questions qui sont déjà trop orientées, eh bien, il oriente la réponse du collaborateur et donc il risque de perdre de l'information. Donc, c'est important d'être capable d'être dans cette écoute active avec ces questions flash et qui vont nous permettre justement d'explorer vraiment la réalité du collaborateur et de remonter toute l'information dont on a besoin. Donc ça, c'est important, cette présence. En même temps, c'est important de savoir mettre des limites, parce que je coach des managers, par exemple, qui ont des collaborateurs qui rentrent à n'importe quel moment dans le bureau. Donc, ils sont en train de faire quelque chose, et puis le collaborateur, ah tiens, j'ai besoin d'un coup de main, tu peux, etc. Donc, OK, je vais là, et puis du coup, je reviens sur mon truc, mais il me faut un certain temps pour revenir dedans. Donc, il faut être à la fois présent dans l'écoute, le questionnement, mais en même temps savoir mettre des limites. Savoir des limites, on va voir un peu plus tard comment on peut les mettre aussi de manière non violente. Mais donc, savoir voilà, mettre des limites et utiliser cette communication non violente pour faire un feedback négatif ou voilà, pour demander quelque chose à la personne. Donc ça, c'est des qualités au niveau de la communication qui sont essentielles. Hein, cette communication non violente, on n'est plus dans un management qui soit trop directif, etc., avec des ordres qui sont donnés, etc. Non, on doit aujourd'hui, si on veut maintenir les personnes dans une organisation, fidéliser, éviter le turnover, motiver, etc., on doit adopter ces soft skills de communication. Et le manager qui possède ça, vraiment, a beaucoup plus de facilité dans son travail et ça se passe beaucoup mieux, les résultats sont meilleurs. Donc, après cette présence, il y a aussi donner du feedback. Et là, il y a un outil que j'adore, c'est les signes de reconnaissance. Et donc, comment on voit les signes de reconnaissance? Il y a 4 types de signes de reconnaissance. Quand on parle de, par exemple, si je prends les positifs de conditionnel, ben, c'est je te donne un signe de reconnaissance positif sur quelque chose en particulier. Tu as bien travaillé, j'aime bien comme tu t'es habillé, j'aime bien ta coiffure, j'ai beaucoup apprécié comment tu as animé cette réunion, etc. Donc, on donne des signes de reconnaissance par rapport à une tâche ou par rapport à un comportement ou par rapport à un élément donné. Et donc ça va permettre à la personne d'être encore plus motivée parce que voilà, c'est bien, c'est positif, je suis encouragé, mon chef a vu que j'ai bien travaillé, etc. Donc on va d'autant plus aller dans l'action. D'ailleurs, j'étais hier avec une manager qui arrive à faire travailler ses équipes et quand elle en a besoin, elle travaille le samedi et le dimanche. Et parce qu'elle est vraiment dans cette relation exceptionnelle qu'elle a, c'est rare, mais donc ça existe. Hein. J'étais assez d'ailleurs impressionné de l'entendre me dire ça. Donc, être capable justement d'augmenter cette motivation, ce passage à l'action. Les signes de reconnaissance inconditionnels, c'est quand on s'adresse directement à la personne dans son intégralité avec le tu. Tu es intelligent, tu es compétent, tu es une personne sur qui je peux compter, etc. Donc tout ça, ça va augmenter du coup la confiance et l'estime de soi. En ce qui concerne le feedback négatif conditionnel, ben, ça va permettre de faire un retour sur quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça voudrait dire qu'on va utiliser le desk, hein, l'outil de communication non violente, parce que voilà, on va décrire la situation, exprimer notre point de vue, suggérer une solution ou demander une solution. Et donc, en fait, c'est ce qui va te permettre, du coup, à partir des erreurs qu'on aura faites, d'apprendre de ces erreurs et du coup d'évoluer de manière positive. Et c'est essentiel pour faire grandir un collaborateur dans une équipe, d'être capable de lui adresser des feedbacks, mais vraiment d'une manière positive et constructive. Et le tout dernier, je le garde pour la fin, mais en même temps, c'est du poison. C'est le tu es bête, tu es nul, tu es un incapable, etc. Le tu qui tue. Hein, et donc, effectivement, là, au contraire, on détruit totalement la confiance et l'estime de soi. Donc, vraiment être conscient
de notre capacité à donner du feedback et quel type de feedback. Et puis en même temps, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que je suis capable, est-ce que je donne des signes de reconnaissance? Est-ce que je félicite mon équipe, mon collaborateur et tout? Est-ce que voilà, ou est-ce que je donne des feedbacks négatifs? Des fois, il y a des managers qui vont pas oser donner un feedback négatif. Donc, est-ce que je suis capable de donner des signes de reconnaissance à cette personne? Est-ce que je suis capable de les accepter aussi quand j'ai un collaborateur qui se plaint? Est-ce que je suis capable d'entendre la critique et de profiter de la critique, j'ai envie de dire, pour aller à nouveau chercher de l'information supplémentaire pour mieux comprendre pourquoi j'ai effectivement cette doléance qui revient de la part de mon collaborateur? Est-ce que je suis capable de refuser aussi? Peut-être que, OK, tu me critiques, je t'entends, OK, mais au fait, à la fin, donc, ben, je ne vais pas refuser enfin, je vais refuser. Merci de m'avoir donné ce feedback, mais je ne vais pas le prendre, je vais continuer comme je le fais, parce que c'est OK avec moi. Refuser aussi systématiquement tous les signes de reconnaissance négatifs, inconditionnels, parce qu'on n'a pas besoin de se faire injecter une dose de poison. Donc, écoute, tu es gentil, tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Donne-moi plutôt un exemple. Et puis, demander aussi, est-ce que le manager va aller faire son 360, demander vraiment à ses collaborateurs régulièrement comment ils le perçoivent, de quoi ils ont besoin, etc. Parce que bien souvent, on attend l'entretien d'évaluation annuel pour faire ce travail, alors que ça peut être fait beaucoup plus souvent au fur et à mesure. Et donc, ça permet de se réajuster plus vite que d'attendre un entretien à la fin de l'année. Et puis la dernière, c'est se donner. Et là, j'ai mis des feux d'artifice. Pourquoi? Parce qu'on est les champions du monde pour se donner des signes de reconnaissance. Sauf qu'on est les champions du monde pour se donner les pires signes de reconnaissance. Je suis bête, mais c'est pas possible d'être con comme ça. Mais quelle tarte je suis, etc., etc. Donc, on a les champions du monde. Et donc, c'est intéressant de voir dans quelle mesure on va être capable de célébrer le succès. Le manager qui est content de lui, qui a obtenu un bon résultat, ok, bah, champagne, je suis content de moi, etc. C'est important cette capacité à se donner des signes de reconnaissance et c'est aussi une manière de s'auto-alimenter cette confiance en soi et cette estime de soi pour continuer à avancer dans la bonne direction. C'est OK jusque-là? Des questions? Non? OK. Bon, en même temps, je regarde le timing, hein, j'espère que je ne vais pas trop vite. Non, ça va, je ne vais pas trop vite? Non, c'est bon. OK, super. Ça va. OK, d'accord. Donc après, on avait vu dans l'atelier précédent qu'on est capable de sortir l'autre de son stress. Donc effectivement, reconnaître les trois types de stress chez le collaborateur. Parce que s'il est en stress de fuite ou en stress de lutte ou en stress d'inhibition, je ne vais pas l'accompagner de la même manière. On va apporter une réponse reptilienne, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est très simple, il suffit juste de mettre un peu la personne dans une autre dynamique, une autre pensée, un autre schéma ou peut-être même dans un mouvement, pour que la personne sorte immédiatement de son stress. Comme je disais, les causes du stress, c'est une mauvaise interprétation d'une situation. Donc, à partir du moment où on arrive à couper ça, à sortir de cette pensée qui est dans l'erreur, à ce moment-là, on va forcément arriver beaucoup plus facilement à sortir la personne de son stress. Et puis, s'il y a, oui, c'est un effet immédiat, ça marche très très bien et c'est même étonnant comme quoi on est capable vraiment de gérer le stress du collaborateur. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi dans la formation en communication. Et on apprend aussi comment on va le sortir de sa mauvaise foi. Parce que là, on est un peu dans le deuxième étage dont je vous parlais, le positionnement grégaire avec le dominant, soumis, marginal, axial. La personne en mauvaise foi, c'est une personne qui n'a pas envie de perdre la face. Donc, à partir du moment où on comprend ça, si on commence à lui faire perdre la face, ça va être pire que tout. Il va y avoir l'effet rebond, c'est-à-dire qu'elle va être encore plus en mauvaise foi, elle ne voudra absolument pas lâcher prise, et puis en même temps, il risque d'y avoir des dommages collatéraux, du sabotage interne, etc. Donc attention à la manière dont on va gérer la mauvaise foi. Il y a une posture particulière qui ressemble un peu à celle de Colombo, c'est-à-dire qu'on est, je suis dans la posture où, tiens, ok, je pars du principe que ce que tu me dis est vrai, mais j'ai besoin de comprendre. Et donc, on va poser des questions au fur et à mesure à la personne pour, quelque part, créer un entonnoir. En même temps qu'on pose ces questions, on réfléchit, on laisse des moments d'arrêt, on prend des notes, etc. On reste très calme, ce qui va déstabiliser aussi la personne en mauvaise foi. Et au fur et à mesure, on va l'amener dans cet entonnoir qui va la pousser quelque part à dire, bon, non, c'est OK, d'accord, j'ai compris, je vais le faire, etc. Et après, on n'a plus qu'à négocier la manière dont ça va être fait avec
le processus de délégation dont je vous parlais tout à l'heure, pour s'assurer que la personne, elle va vraiment faire la chose et que s'il y a quoi que ce soit, elle vous prévient. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. Donc on peut gérer la mauvaise foi. Ça marche très très bien, très très bien. Et il y a aussi cette histoire de communication consensuelle dont j'avais parlé tout à l'heure dans l'autre atelier, c'est vraiment impliquer l'autre dans la recherche de solutions. C'est-à-dire que le manager pourrait dire, bon, voilà, il y a ça à faire, tu fais comme ça. Pourquoi pas? Ça serait vrai avec un M1 ou un M2, pourquoi pas? Mais avec un M3, ce serait peut-être intéressant de lui demander, tiens, il y a ça à faire, tiens, comment tu ferais? D'après toi, comment tu pourrais faire? Et peut-être d'aller lui chercher, lui demander plusieurs fois la question pour approfondir au fur et à mesure, approfondir des réponses qu'il pourrait nous donner et du coup avoir des éléments supplémentaires qui vont nous permettre du coup de trouver ce consensus plus facilement. Ok, tu as proposé ça, je te propose de faire aussi comme ça, on est d'accord, on a le consensus. Et du coup, effectivement, on a cette capacité à communiquer ensemble. On s'est écouté, on a posé des questions, on a pu s'exprimer. Le collaborateur, il est questionné, donc il se sent important, j'ai envie de dire. On tient compte de mon avis. Il a pu, quand il va vous donner une réponse, vous savez que c'est forcément une réponse qui lui convient. Donc vous allez gagner du temps, parce que si c'est la bonne réponse, ok, c'est bon, on y va, on a le consensus. Et puis, vous allez, en lui posant plusieurs fois des questions pour trouver cette solution, le faire travailler en cerveau adaptatif, vous allez le faire basculer en mode adaptatif, parce qu'il a une réflexion constructive pour chercher des nouvelles solutions. Et donc là, c'est pile poil la bascule en mode adaptatif que vous allez pouvoir provoquer chez le collaborateur. Donc, ces trois aspects, gestion relationnelle du stress, gestion relationnelle enfin, du PG, enfin de la mauvaise foi et communication consensuelle, c'est des éléments essentiels dans toutes les relations, dans tous les entretiens qu'on va avoir avec les personnes, être vraiment conscient de tous ces aspects-là pour bien gérer. D'ailleurs, si je reviens sur le dominant, si vous allez être manager et que vous avez un vrai dominant dans l'équipe, eh bien vous avez une personne qui naturellement a envie d'avoir un peu des privilèges, voilà, qui sont un peu VIP, etc. Donc, il va peut-être intervenir plus dans les réunions. Donc, un dominant, ça peut être difficile à gérer et c'est important d'être capable de vraiment maîtriser cette connexion et de reconnaître le positionnement de la personne pour vraiment adapter le type de communication de la meilleure manière pour que cette personne puisse vraiment être dans une dynamique de collaboration, de motiver, etc., etc. Oui, c'était Sandra, oui. Le micro, le micro. Ouais. Dans cette communication avec les dominants, je trouve que c'est particulièrement délicat à gérer parce que ils se mettent systématiquement en position supérieure, Oui. même par rapport à leur manager, hein. Ils sont capables de faire ça. Donc, quelle est la meilleure, enfin, la recette pour justement contourner ça? Parce que le consensuel, à la limite, ils vont regarder ça un peu de haut ou un peu le balayer de la main, genre, mais oui, évidemment. Euh, quelle est la recommandation là? Alors, il faudrait rentrer dans la formation pour vraiment aller voir tous les tenants, les aboutissants, etc., etc. Mais il y a deux éléments essentiels. C'est que, un dominant, déjà, s'il arrive à énerver l'autre, il a gagné. Donc, c'est déjà d'être capable de rester totalement calme en posture préfrontale. Donc, vraiment de bien se préparer à l'entretien, d'être vraiment calme. D'ailleurs, plus une personne va être compétente dans les 16 compétences qu'on voyait du processus réel, plus elle va être capable d'être calme, d'observer, d'aller chercher l'information, etc., etc. Attention au micro ouvert, je vous promets de le couper. Et, euh, et donc, ça, c'est la capacité déjà à vraiment rester très calme et l'autre point, c'est de surtout pas lui faire perdre la face. Voilà. Ça, c'est deux éléments qui sont essentiels. Donc, même s'il intervient en réunion, il y a des techniques pour permettre que, effectivement, il va pouvoir s'exprimer, mais quelque part, ça va pas aller plus loin et on va pouvoir reprendre le cours de la réunion. Si on commence à dire à un dominant, écoute, c'est gentil, mais tu me laisses terminer, s'il te plaît, là, on a tout perdu. Donc, ces deux postures sont essentielles et de pas provoquer, en fait. Parce que plus on va provoquer un dominant, plus il va être dominant. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, et donc c'est vraiment ça. Être très calme, être capable de rester complètement calme, avec ce détachement totalement préfrontal, quelque part d'avoir bien travaillé la gestion du stress à chaud, à froid, etc. Et donc, du coup, d'être capable d'être parfaitement présent et calme, et surtout de ne pas
rabaisser la personne. Et j'ai envie de dire, quand on doit travailler avec un dominant, on va plutôt essayer, quand on doit lui parler, d'être en face à face, pas en groupe. Oui, c'est ça, parce qu'en groupe, il a justement cette posture haute Mhm. et là, il est intouchable. Enfin, je veux dire, c'est la bombe qu'on allume, quelque part, je trouve. Ah bah, à partir du moment où on se met en posture haute, oui. Ouais, Il il faut faut être le laisser. capable de se mettre dans une posture basse. Ouais. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on met dans une posture basse qu'on communique pas, qu'on maîtrise pas 100% de la communication. Mais c'est se mettre dans cette posture. Quand on regarde Colombo, par exemple, pourtant il est en train de traiter avec des dominants parce que c'est des assassins. Bah, il n'a pas l'air, voilà, il a pas l'air fut-fut, quoi. Donc, quand on n'a pas l'air fut-fut, quelque part, on désarme la vigilance du dominant et donc on peut l'amener beaucoup plus facilement là où on a envie qu'il aille. C'est assez subtil, mais ça fonctionne très, très, très bien. D'ailleurs, en apprenant ce positionnement grégaire avec Fradin, j'ai compris énormément de choses chez moi, parce que j'étais infernal quand j'étais petit. Et forcément, plus on me punissait, plus j'étais infernal. Voilà. Jusqu'à un moment où il y a une bascule, je ne vais pas rentrer dedans, mais quand il y a eu cette bascule, je suis devenu quelqu'un de bien. Donc, c'est important vraiment de savoir comment on va gérer ce dominant. Même dans une famille, un enfant qui est dominant, c'est très délicat. Donc là, il y a des éléments hyper importants à bien comprendre pour bien communiquer. Donc pour plus, voir soit la formation, voir un peu Fradin, quoi. Oui, quoique Fradin, c'est aussi dans une formation, hein. Je Ah ne ouais, c'est sais ça. pas s'il a écouté ça, écrit dans ses bouquins, et je sais enfin, il écrit pas beaucoup. Mais oui, oui. En tout cas, aller dans une formation, que ce soit chez Fradin ou chez nous, en sachant que moi, j'ai eu 180 heures de formation avec Fradin. Et donc, il m'a fallu du temps pour digérer toute son Mastiquer, ouais. approche et puis pouvoir la redonner, j'ai envie de dire, de manière plus simple, parce que c'était important pour moi d'arriver à être simple. Merci. Avec plaisir. Donc, on a vu ces trois communications. Maintenant, quand on va aller un autre élément hyper important, c'est d'être capable de donner du sens. Un manager doit être capable de donner du sens à ses collaborateurs. Et là aussi, un peu le problème de la pyramide hiérarchique, c'est que bah, quand les directives sont données d'en haut et ne correspondent pas à la réalité du terrain, et ça arrive beaucoup trop souvent, eh bien, c'est difficile pour le collaborateur d'avoir envie de se motiver, hein. J'accompagnais des managers d'une chaîne de supermarchés et bah, on a une directive, OK, on commence à faire le truc, les collaborateurs se motivent, etc. On avance le truc et puis tout d'un coup, hop, ça vient d'en haut, la directive a changé, on fait autre chose. Et donc, tout ce qu'on a donné comme investissement, on a l'impression que ça ne servira à rien. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, il y a vraiment cette confusion qui peut être générée parce qu'on n'a pas été capable de donner du sens. Donc, ça veut dire être capable de bien informer, de bien donner toutes les informations nécessaires, de aussi communiquer sur les stratégies, expliquer pourquoi on fait ça, aller un peu plus loin, de manière à ce que les personnes s'y retrouvent. Et là aussi, où on va donner du sens, c'est parce qu'on aura vraiment bien défini tout ce qu'une personne doit faire, ses redevalités en fonction de ses rôles. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elle a vraiment une fiche de poste qui n'est pas juste quelques lignes, mais qui est beaucoup plus complète et qu'on peut d'ailleurs modifier constamment et qui va lui permettre tout le temps de bien savoir quelle est sa raison d'être dans l'organisation. Et quelque part, on peut lui déléguer à partir du moment où elle a bien compris sa raison d'être et qu'est-ce qu'on attend d'elle et qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, on aura établi des limites, et bien, à partir du moment où on peut lui déléguer même le pouvoir de décision. C'est-à-dire que tu te débrouilles comme tu veux, tant que tu assumes tes redevalités et tant que ça va dans le sens de ta raison d'être, de la raison d'être de l'équipe et de la raison d'être de l'organisation. C'est comme une boussole, ma valeur ajoutée dans la valeur ajoutée de l'équipe et dans la valeur ajoutée de l'organisation, c'est-à-dire que ce que l'organisation veut apporter à son environnement et au monde, j'ai envie de dire. Donc, cette histoire de raison d'être est essentielle. Je suis dans une organisation, je suis d'accord avec sa raison d'être, je suis d'accord avec la raison d'être de mon équipe et je suis d'accord avec la raison d'être de mon sens, de mon rôle, tout de suite, ça donne un sens. Et ça, bah, dans la structure hiérarchique pyramidale, et dans beaucoup enfin, voilà, dans la plupart des organisations, j'ai envie de dire, j'ai pas de la vieille organisation, je veux dire de l'organisation encore pyramidale, directive, etc., etc., bah, c'est difficile de trouver du sens. Du coup, ça explique aussi
les difficultés à motiver, les difficultés à fidéliser. Ça explique le turnover, ça explique plein de choses. Donc ça, c'est un aspect essentiel, c'est d'être capable de donner du sens à tout ce que le collaborateur va devoir faire. Et il y a un dernier, un dernier aspect, je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est que en fait, on a aussi les réunions. Et là, on sait qu'il y a un problème, c'est en France, mais ailleurs aussi, la réunionnite. Et donc là, il faut être capable de faciliter les réunions de manière à optimiser ces réunions. Parce que la plupart du temps, on a des réunions, c'est un tel qui parle, et puis il y en a un autre, un dominant justement qui a envie de se faire valoir, donc du coup qui parle encore plus, etc. Et donc, il y a un processus, d'ailleurs un processus qui diffère en fonction de est-ce qu'on est dans une réunion de pilotage, une réunion de gouvernance. On sépare deux types de réunions dans l'holacratie, donc qu'on apprend dans la neurosystémique, la formation neurosystémique. Et donc, on a vraiment un processus qui est très cadré. Et donc, en fait, le facilitateur, lui, c'est pas lui qui est rigide, c'est le processus. Il ne fait qu'appliquer le processus. Et dans ce processus, il y a aussi un processus de décision intégrative, c'est-à-dire qu'on va passer un peu la décision, la question, les objections dans une forme de tamis. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir arriver à est-ce qu'on valide l'objection ou est-ce qu'on la rejette. Donc, il y a des choses essentielles à apprendre au niveau de l'optimisation des réunions. Dans la formation, c'est un atelier entier de 4 heures parce qu'il faut être capable d'avoir tous les éléments, enfin de faciliter cette réunion avec la capacité à suivre ce protocole et donc, enfin, ça fonctionne très bien, j'ai envie de dire. Et puis surtout, ça évite ces réunions où il y a du blablabla, bla, 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 et à la fin, bon, on n'a pas pris la décision, donc qu'est-ce qu'on fait? On va reprogrammer une autre réunion. Et ça, c'est classique dans les organisations d'avoir tout cet enchaînement de réunions. Moi, j'ai des managers qui me montrent leur planning de la semaine. Ce ne sont quasiment que des réunions, et dans les 2 tiers des réunions, ils pourraient très bien ne pas être là ou avoir délégué quelqu'un pour y aller où, enfin voilà, où il y a des réunions qui n'auraient pas lieu d'être parce que ce n'est qu'une succession de réunions qui ne sont pas efficaces. Donc, cette capacité à faciliter les réunions, donc c'est quelque part une forme de communication avec l'équipe aussi, c'est essentiel pour le manager. Après, donc maintenant, voilà, c'est un peu les différents points à prendre en compte vraiment dans la communication du manager. Et donc là, je vous parle de la formation à la communication, justement, vers le consensus et la cohésion d'équipe. Elle s'adresse, j'ai envie de dire, c'est surtout des coachs, des consultants et des formateurs qui viennent. On peut aussi avoir des professionnels, managers, dirigeants. En fait, ça va permettre aux professionnels d'augmenter le leadership, de favoriser la cohésion, de bien communiquer et du coup d'aller vers le consensus, d'avoir ces relations fluides avec l'équipe. Et donc, en tant que coach, vous allez avoir des outils pour pouvoir accompagner vos clients justement les driver, les coacher. Peut-être que vous êtes coach, mais qu'à un moment aussi, vous prenez la casquette formateur et leur donner tous ces outils de manière à ce qu'ils puissent optimiser leur communication. Donc, c'est une formation qui a lieu en virtuel, c'est sur Zoom, hein, comme là maintenant. Il y a 10h30 de formation avec 3 ateliers de 3h30. Elle coûte 650 euros. Vous pouvez payer en 3 fois 220 euros. Et voilà, il n'y a pas d'autre prérequis que de votre motivation et d'avoir une bonne connexion Internet. Vous allez donc voilà, vraiment définir cette posture adaptative et cette intention constructive avant l'entretien. Ça se reprend un peu des éléments de l'atelier précédent. On va... Oui, Jean? Non? Non, je coupe le micro alors, je me permets. Donc, vraiment être capable d'identifier les signes de stress et de faire sortir l'interlocuteur de son stress. Pareil, identifier le positionnement grégaire et j'ai envie de dire déjà placer la bonne personne à la bonne place, hein, éviter de donner des responsabilités à un soumis et peut-être éviter enfin, voilà, de bien placer le dominant dans une équipe. Avoir des techniques de communication et la bonne posture adaptative. Donc, ça, c'est un peu tout ce qu'on a vu pour les personnalités difficiles, le consensus, etc. Avoir les techniques de feedback
de manière constructive, et puis aussi bah, les techniques de consensus et de bascule, faire basculer l'interlocuteur en mode adaptatif. Ça, c'est tout ce qu'on va développer dans cette formation. Donc, avec l'écoute active, le questionnement efficace, le feedback, etc., ça reprend un peu les mêmes points. Vous avez ça sur la brochure et sur le site aussi. Après, bah voilà, ça va permettre aussi de résoudre les conflits. Hein. On va avoir des outils qui vont permettre de résoudre les conflits parce que bien souvent, quand il y a des conflits, c'est que les personnes sont tombées dans leur piège. Donc, identifier les pièges, identifier du coup comment on pourrait éviter de tomber dans le piège de manière à ce que les personnes puissent mieux collaborer. Donc, du coup, favoriser la coopération aussi, bah, parce que on a ces techniques pour faire en sorte de motiver, de créer une symbiose et une cohésion dans l'équipe. Et des astuces pour être authentique dans votre communication, ça c'est important. Et vous exprimer avec assertivité parce que cette authenticité, ce naturel va être important parce que si on a un manager et qu'on sent qu'il est en train de faire semblant, etc., ça ne fonctionnera pas. Hein, c'est pareil pour les signes de reconnaissance. Il faut être authentique quand on donne un signe de reconnaissance. Il ne faut pas le dire pour se dire, bah, tiens, bah, comme ça, je vais favoriser le truc et tout. J'y pense pas vraiment, mais je le fais quand même. Et puis, oui, faire valoir vos besoins, vos opinions de manière claire et respectueuse, ça c'est toute cette communication non violente dont on a parlé. Donc, tous ces outils, voilà, ça se retrouve à travers 3 ateliers. Donc là, on va aller vraiment, vous vous rappelez, j'avais parlé du tunnel de communication dans l'atelier précédent. Bon, on va aller vraiment voir le début de ce tunnel, c'est-à-dire comment on va se préparer à l'entretien avec une communication authentique, comment être capable de bien comprendre le stress et bien comprendre aussi le positionnement grégaire. Donc, on va un peu commencer le positionnement grégaire. Après, on va aller là plutôt dans tout ce qui va être écoute, questionnement, etc. On va aller aussi voir comment un manager peut se rendre visible dans les réunions. Il y a des petits trucs et astuces qui sont importants à savoir et que vos clients seront toujours très contents de découvrir. Et puis après, l'atelier 3, c'est vraiment là, on va voir tout ce qui est personnalité difficile. Donc, c'est là qu'on parle de la mauvaise foi. C'est là qu'on va parler de la communication consensuelle, de la manière de faire un feedback négatif et comment augmenter l'estime. Donc, c'est 3 ateliers de 3h30, ce qui fait un total de 10h30 d'ateliers. Et vous pouvez envisager 6 heures de travail personnel en e-learning sur notre plateforme. Donc, c'est 3 modules de 3h30, c'est le samedi matin et c'est limité à 20 participants. On ne sera pas à 20 de toute façon, mais voilà. La formation d'ailleurs commence bientôt, elle commence le 23 septembre, je crois. Donc, vous avez la plateforme e-learning, vous avez des groupes de travail qui sont organisés avant pour que vous puissiez vous-même travailler ensemble. Parce qu'on sait que quand on apprend quelque chose à quelqu'un d'autre, on intègre 2 fois plus vite. C'est en distanciel, c'est en synchrone, avec des mises en situation. Vous avez tout ce qu'il faut comme support. Comme je disais, c'est pour les coachs, consultants, formateurs, mais aussi pour les managers, les dirigeants et pourquoi pas les RH qui voudraient avoir des techniques de communication. Et donc, les dates du prochain, c'est le 23 septembre, 30 septembre et 7 octobre. Donc, c'est 3 samedis matins à la suite. Et donc, les prix, j'en ai parlé, 650 euros ou 3 fois 220 euros, en sachant que comme on est Calliope, vous pouvez faire fonctionner les OPCO. Voilà, voilà. Donc, je m'aperçois qu'il est -10, donc à la limite, pour qu'on tienne en 1 heure, j'ai envie de vous dire, voilà, des questions par rapport à ça, des commentaires, des partages d'expériences. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Shalom Olivier, je suis Hello, Alicia. Alicia. Sí, shalom. Écoute, je suis désolée, je ne peux pas être visible là, mais c'est la formation qu'on va commencer sur la communication consensuelle, c'est Mhm, celle-là, mais mhm. celle qui se dirige à l'entreprise. En fait, Ah, je ne comprends pas. l'atelier précédent, c'était la communication consensuelle en général, quoi. La communication par rapport au stress. Comment on communique sans stress et avec les bonnes techniques. Là, j'ai parlé de communication, mais plus relié à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on retrouve des outils, on retrouve les mêmes outils, mais j'ai voulu l'adapter au manager, bien comprendre comment le manager peut optimiser sa communication. Mais je regarde que les dates sont 23, 30 et 7 octobre. Oui, Donc, c'est les mêmes. oui, c'est les mêmes, c'est celle-là. Oui, t'inquiète pas, oui. La communication, c'est dans tous les domaines.
tu vas apprendre les outils de communication que tu pourras travailler avec tes clients et qu'une autre personne pourra travailler avec un manager. T'inquiète pas, c'est la même formation, oui. C'est la même information que ce que tu as expliqué la semaine dernière, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose, oui, sauf que là, j'ai expliqué la communication du point de vue du manager. Ah, d'accord, mais c'est inclus dans la même formation. Donc, Ah, c'est ça? les outils de communication, c'est comme les outils de coaching, tu peux les appliquer dans n'importe quel domaine. Ah, d'accord, tu l'as vendu de différentes manières. Maintenant, je comprends. Ok, d'accord. Ok, me suis déjà inscrite, donc c'est bon. Alors, c'est bien. Ok. Ok, c'est bien. Très Super, bien. Merci beaucoup, avec alors. plaisir. Ok, d'autres questions? Allez-y, profitez-en, on est entre nous. Ouais, moi, je m'interroge sur la manière dont les managers réagissent quand on. Alors, j'imagine que bon, ça, c'est une question aussi de pédagogie, mais je me dis que ça demande un tel travail sur soi, connaissance de soi pour pouvoir développer ces différentes compétences qui sont quasiment des compétences de coach que moi j'ai mis du temps à développer et à apprendre. Que bah oui, ça va dépendre aussi de ma pédagogie en tant que formatrice pour pouvoir les amener à ça, mais j'ai tendance à penser qu'ils vont me dire, mais attends, moi j'ai pas le temps de faire tout ça en fait. C'est ça la Oui, question. ça c'est quelque chose que j'entends, sauf que, par exemple, si je prends pas le temps de déléguer comme il faut, du coup, je me retrouve à devoir jouer au pompier et je perds encore plus de temps. Le paradoxe, c'est qu'il faut prendre du temps pour en gagner après. Il faut prendre du temps pour grandir, pour apprendre et ensuite être capable de mieux gérer. Mais quand tu parles de connaissance de soi, déjà, le simple outil, hein, quand je parle du processus réel, je parle toujours des deux premières étapes qui sont les plus importantes. Le simple outil de la map, quand tu apprends à un collaborateur la map et qu'il le fait et qu'il le pratique vraiment pendant deux, trois semaines, déjà, il va être moins stressé, il va avoir plus de recul, il va être déjà beaucoup plus capable de gérer ses outils. Parce que derrière, que ce soit le desk, que ce soit la délégation, etc., c'est des processus. Il suffit juste de remplir les cases, quoi, de vérifier qu'on a bien fait comme il faut. Mais ce n'est pas difficile. C'est pas un gros apprentissage. Poser des questions ouvertes sur la réalité d'une personne, ce n'est pas un gros apprentissage. Poser des questions ouvertes pour aller chercher les croyances et les valeurs, là, c'est un travail de coach, on est d'accord. Mais quand on questionne la réalité d'une personne, c'est pas compliqué. Donc, il y a tout un tas d'outils qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y en a d'autres qui vont demander un minimum de pratique, hein, parce que le cerveau, c'est comme un muscle, il faut le muscler, il faut le faire travailler, il faut l'entraîner. Mais moi, dans mes coachings individuels, sur des coachings qui sont sur, allez, on va dire, 7 séances, ils ont les outils déjà pour mieux gérer leur stress, ils ont les outils pour mieux communiquer. Et quand c'est nécessaire, ils ont aussi les outils pour déléguer et voir organiser l'équipe, hein. Donc, D'accord. et après, le résultat dépend de leur application, hein. Et là, on fait le test réel avec ça. On peut faire. Dans la formation, oui, on propose de repasser le test réel. Si tu l'as déjà passé, tu peux le repasser. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on Ah, mais évolue, hein. je veux Donc, dire, on s'est passé au manager. Enfin, je veux dire, ça fait partie du pack. alors, la communication, c'est les outils de communication. Maintenant, avec tiens, je ne l'ai pas dit, avec cet atelier, il y a aussi avec cette formation, vous avez un atelier avec tout un tas de slides et un déroulé pour pouvoir animer des formations en communication. Donc ça, c'est offert avec la formation. Et donc là, du coup, tu as tous les outils, les exercices, les propositions d'exercices. Donc tu sais comment tu vas animer ton atelier. Après, tu peux insérer tes outils à toi. Mais Ah, il y a ce qu'il faut déjà pour pouvoir former les managers si on parle de formation. Et en d'accord. eux-mêmes, les outils sont directement applicables dans le coaching. Ok. D'accord. Et puis pour les couples aussi, alors. Pour le couple aussi, oui, c'est pareil, c'est pareil. Pareil. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Ok, génial. merci aussi. Nathalie, je vois que tu as levé la main. Oui, moi, la question que je me posais, c'est par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, je me suis dit que le stress, est-ce que on pouvait aussi le traduire lors des entretiens qu'on pouvait avoir ou des réunions avec sa direction. Moi, j'ai été confrontée à ça et c'est devant la direction avec le sentiment de jugement que tu reçois, de perdre tous les moyens et moi me stresse personnellement, moi. Et je voulais savoir si tout ce que tu viens d'expliquer, c'était aussi quelque chose qui était adaptable par rapport à la situation que je viens de citer. Alors oui, parce que quand on a un N+1 ou N+2 qui fait des choses qui ne nous conviennent pas, il faut être capable de lui dire. Donc, par exemple, en utilisant le desk, ça permet de faire un feedback négatif à son N+1.
Et du coup, en même temps, d'aller avec lui, l'orienter vers, on va trouver une solution ensemble, donc la communication consensuelle. Ça permet de voir aussi peut-être que mon N plus 1, au moment où je vais lui faire ce feedback, il va être stressé. Donc, du coup, je vais peut-être le sortir de son stress. Et puis, si je sais que c'est un dominant, ben, je vais peut-être l'aborder d'une manière et pas d'une autre. Donc, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte quand on s'adresse à ses supérieurs. Effectivement, avoir des outils de communication, ça permet de se positionner, de s'affirmer beaucoup mieux. Y compris, il y a des petits outils, quand je parlais de visibilité, comment se rendre visible dans une réunion où il y a plein de dominants qui sont en train de vouloir être le plus beau et qui n'arrêtent pas de reprendre la parole, de couper la parole, etc. Comment réussir à se rendre visible sans tomber dans ce piège de vouloir être directif, hein, etc., etc. Tout ça, c'est des outils qui sont directement applicables, absolument. Mhm. Merci, Olivier. Avec plaisir. D'autres questions? Je dirais vivement que ça commence. Ok, ben écoute. Alors, moi, j'avais une question, mais sur Oui, sur une, ça une autre coupe. formation, Oui, qui est pardon, oui. manager avec la neurosystémie. Oui, Vous m'entendez? oui, c'est bon, c'est Euh, bon. Oui. et du coup, elle commence plus tard, je crois, cette formation. Je voulais Elle- savoir, est-ce que cet aspect de la communication est inclus? Enfin, Ah non, 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 c'est avant, dans la neurosystémique, on avait à la fois le stress, la communication et l'organisationnel managérial. Et en fait, j'ai séparé. Donc, je préférais faire une formation sur le stress, une formation sur la communication et une formation sur tout ce qui est adaptativité managériale et organisationnelle. d'accord. Donc, on a essentiellement l'organisation dans cette En structure. neurosystémique, ça sera l'organisation, tous les outils de manager dont je viens de parler, délégation, etc. En communication, de la formation communication, on n'a pas la délégation. On n'a pas ça. Ah, d'accord. On n'a pas cet aspect leadership situationnel parce que ça, c'est les outils de manager. On a vraiment des outils de communication qui peuvent s'appliquer dans tous les domaines. Donc chaque formation, c'est les outils en eux-mêmes, mais en même temps, on peut les appliquer dans n'importe quel domaine en sachant qu'effectivement, la neurosystémique, ça sera forcément dans le cadre d'une organisation et de management. Ok, d'accord. J'ai compris. Merci. Voilà. Merci aussi. Olivier, Oui, tu disais tout à l'heure que dans la formation, si j'ai bien compris, sur la communication, il y a des fiches actions, si on peut les appeler comme ça, pour pouvoir animer une formation. oui, C'est oui, ça? le déroulé et les slides. Et est-ce que dans les deux autres formations également? Pour le stress, oui. Pour la communication, oui, aussi, oui, oui, oui. Stress, communication et Euh, neurosystémique? Pardon, et neurosystémique, oui, stress communication, oui. Neurosystémique, c'est en cours, parce que neurosystémique, il y a certains aspects où il faut pas mal de pédagogie, donc il y aura aussi des vidéos que vous pourrez, pourquoi pas, proposer à vos clients pour qu'ils comprennent bien c'est quoi les rôles, les redevabilités, etc., etc. Donc, mais il y aura les éléments. C'est prévu. Il y aura les éléments. Il y aura aussi tout ce qu'il faut pour faire des formations de neurosystémique auprès de vos clients, pourquoi pas, ou à accompagner vos clients sur une thématique particulière qui soit liée au management, quoi. Merci. OK, avec plaisir. Ilyes? Allô, Ilyes? Ilyes, tu as levé la main? Oui, il faut ouvrir le micro, simplement ouvrir le micro. Oui, ok, salut. Bonjour. Ouais. Donc moi, bon, elle concerne pas trop cette formation, la question, mais un peu quand même. Donc en fait, je voulais savoir, parce que je m'étais déjà renseigné auprès de vous, j'avais déjà eu la chance de faire un atelier Hmm. en développement personnel avec Oui, vous à Aix-en-Provence. oui, je me rappelle de toi, Donc Ilyes. voilà. Ouais. Voilà, on avait un peu utilisé tous ces outils-là, des neurosciences et sensorialité. Donc moi, voilà, j'aurais aimé essayer d'appliquer ça, de faire cette formation-là, c'est-à-dire la formation en neurosciences. Et est-ce que cette formation dont vous parlez aujourd'hui, est-ce qu'elle vient en complément si on doit travailler, par exemple, en groupe? Mais ça serait pas dans des entreprises, ça serait plutôt dans des sports collectifs. Donc, je voulais savoir si ça convenait ou est-ce que simplement faire l'autre formation me suffirait pour adapter ça à des groupes voilà, de sportifs, quoi. Moi, tu m'as dit que tu voulais faire la formation de coach à l'époque. Ouais, ouais, C'est c'est ça, hein. ça. En C'est fait, ça, là, exactement. elle commence samedi, hein, si tu veux rejoindre le cursus, là. OK. Donc, c'est maintenant, hein. Ouais, ouais. Sinon, en fait, dans la formation de coach, on a à la fois la gestion du stress et la communication. On n'a pas tout ce qui est D'accord. organisation.
Donc, dans Ok, la formation de coach, tu as vraiment beaucoup d'outils pour pouvoir aller accompagner des personnes, accompagner des équipes, parce que c'est aussi la capacité à poser les bonnes questions, etc. Donc, il y a des d'accord, personnes qui sont entraîneurs sportifs et qui ont fait cette formation de coach. d'accord, ok, Ça fonctionne très bien. d'accord, ah ouais, L'autre côté, je pense que c'est plus vraiment quand on est dans une organisation, parce qu'on va parler de hiérarchie, on va parler de délégation, ok, ouais. etc. En sport, je ne sais pas si tu délègues beaucoup, ou alors peut-être toi, ton organisation avec tes entraîneurs, ou je ne sais pas, mais ou alors l'organisation d'un club de foot, et qu'effectivement, comment on va répartir les tâches, Oui, c'est différent, voilà, tu vois, non. mais Moi, ça serait plutôt l'équipe. Donc, ouais, ouais, ouais. l'équipe, je veux dire, au niveau hiérarchique, je veux dire, tous les joueurs sont au même niveau, quoi. Il n'y a pas Oui, oui, de. oui, oui. Mais toi, par contre, dans ta posture de coach, quelque part, on dit coach, ben, Ouais. d'être capable de les accompagner de la meilleure manière, de repérer s'il y en a un qui est stressé, de pouvoir le gérer, etc., de pouvoir repérer s'il y en a un qui est grande gueule et savoir comment le gérer. Tout ça, on voit déjà les bases dans la formation de coach. Ok, Je veux dire, quand on les voit à part stress et communication, on va un peu plus loin que dans la formation de ok, coach, mais dans la formation de coach, il y a déjà tous ces essentiels, j'ai envie de dire. ok. Bon, ben, ça va, merci. Donc, tu nous rejoins samedi Donc, alors? ben, j'aimerais bien, mais bon, là, je vais m'absenter. Je vais en Afrique, là, pendant un mois. La zone où je suis, il n'y a pas trop d'Internet. Donc, Ah, je me dis, ok. est-ce que cette formation, elle va être reconduite comme l'année dernière, au mois de janvier ou En février, oui, février. en Pour chaque février? cursus en février, voilà. Voilà. Ok, ok. Bon, Bon, allez. ben ça va, merci bien. Ok. Bonjour à ton frère. Ça va, ce sera fait, merci. Au revoir. Ok, au revoir. Ben, d'autres questions? Euh, Alors, peut-être oui. dans la... Ah, excuse-moi. Ah, Vas-y. c'est qui? Non, non, vas-y, Ah, Carole, je n'ai pas crié. dans la même continuité entre la formation manager avec la neurosystémique et coach, si on veut accompagner des managers et des dirigeants dans revoir un peu leur expérience collaborateur, euh, quelle serait la formation que tu recommanderais en priorité? Bon, en fait, tu es déjà coach, Carole? Alors non, je ne suis pas Non. coach. Je suis consultante, facilitatrice, mais je n'ai pas de formation de coach. D'accord. Ouais, j'ai envie de dire, si tu veux les accompagner dans le stress, si tu veux les accompagner dans la communication, si tu veux les accompagner dans leur management, chaque formation est complémentaire. Maintenant, ça dépend de la spécialité que tu as envie de développer, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si... Oui, moi, ouais, je veux les aider en fait, utiliser même tous les outils du marketing qu'on met aujourd'hui sur l'expérience client, le transposer à l'expérience collaborateur, et donc de revoir, il y a à la fois en fait de l'organisation, hein, clairement, mais il y a aussi du mode de collaboration, donc de l'équipe, et même, on peut même aller jusqu'à l'individuel. Donc en fait, il y a un peu tous les niveaux. C'est pour ça que... Oui, oui. Moi, ces trois formations en stress, communication et neurosystémique, je les ai vraiment conçues pour répondre à toutes les questions, toutes les problématiques j'ai rencontrées à travers tous les managers que je coach. Donc, c'est D'accord. au fur et à mesure, j'ai vu quels étaient les dysfonctionnements d'entreprise, quels outils donc il fallait qu'ils apprennent, etc. Et donc là, ces trois-là, c'est vraiment un condensé de tout ce que j'utilise dans l'accompagnement de manager ou d'entreprise. D'accord. Et qu'on ne retrouve pas forcément dans la formation de coach. Dans la C'est-à-dire- formation de coach, il y aura bon, d'abord toute la posture de coach, tout le questionnement, etc., qu'on travaille énormément, la capacité d'aller travailler plus en profondeur sur les valeurs, les croyances, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, il y a tous les éléments des neurosciences qui vont aider à ça, il y a les protocoles neurosensoriels aussi, donc il y a un peu un melting pot de tout ça. Par contre, il n'y aura pas du tout l'organisation et le management. Et du coup, dans chaque formation, tu avais mentionné Jacques Fradin tout à l'heure, Oui. les neurosciences sont aussi utilisées dans la formation managée avec la neurosystémique ou Bah, la neurosystémique, il y a un outil qui s'appelle la biosystémique qui vient de lui. Oui. Oui. bien lui, ouais. Oui, oui, Ok. oui, oui. La biosystémique, là, dans la neurosystémique, j'ai mélangé l'holacratie et la biosystémique. Donc de Fradin et puis l'holacratie, qui est un mode de gouvernance horizontale et circulaire. Et donc j'ai fait un mix des deux parce que c'est essentiel. Et plus les outils de management traditionnels, j'ai envie de dire, délégation, etc. Mais c'est un peu tout ça. Ok, ok.
Ok. Bon, j'aurai l'occasion de revoir un petit peu. Elle commence D'accord. dans un mois, c'est ça, Dans un environ? mois, oui, dans un mois. Le stress commence lundi et la communication commence, on a vu, le 23 septembre. Là. Voilà. OK. Antoine, Thomas, pardon, Thomas, tu avais levé la main. Ah, ton micro, ton micro. Voilà. Oui, merci Olivier, merci pour la formation super intéressante comme à chaque fois. Merci. J'ai trois questions, ça va être très simple. La toute première, est-ce qu'il y a d'autres dates? Parce que septembre, octobre, septembre et octobre, pour moi, c'est... Est-ce qu'il y a des dates prévues après cela? Il y en aura d'autres. Oui, oui, il y en aura d'autres. OK, Oui, ça c'est oui, la première on a- question. La deuxième, c'est dans les slides sur la délégation, les quatre cadrans avec les KPIs, objectifs, Mhm. etc. Quelle est ton opinion par rapport à la notion de contrôle et de confiance dans la délégation? Est-ce que j'entends souvent, oui, la délégation, c'est la confiance. Parfois, oui, bon, je me fais contrôler, alors il n'y a pas confiance. Quel est ton point de vue par rapport à ça dans un manager aujourd'hui qui doit effectivement, un dirigeant qui doit Mhm. effectivement donner la confiance? Et après, une dernière question, c'est quand il y a un collaborateur que justement a de potentiel pour devenir manager, mais qui est plus dans la soumission, et tu dis justement d'éviter justement ça parce qu'effectivement, il n'a pas les outils. Oui, oui. Est-ce que ça, c'est des choses qui peut le faire du moment que la personne est motivée et l'accompagner? Comment, il faut simplement, c'est un risque. Alors, attends, la première question, c'était juste. C'était sur la confiance et le contrôle dans Et la contrôle, d'accord, délégation. c'est ça, d'accord. Donc, en fait, là, l'idée, c'est que le processus de délégation est suffisamment précis pour que la personne sait exactement ce qu'elle doit faire. Et elle sait aussi que comme on aura bien évalué les modes de progression, etc., elle sait aussi que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas rond, elle doit aller voir le manager. Donc, ça veut dire que, mis à part ces moments où on doit se voir, parce qu'il faut vraiment contrôler, hein, l'autocontrôle ne suffit pas, il faut aussi checker le travail de l'autre avec ce recul. À partir du moment où on sait exactement quand est-ce qu'on va se voir, eh bien, on présuppose que le reste du temps, à partir du moment où on a bien défini l'avancement, tant qu'on n'a pas de nouvelles du collaborateur, c'est qu'il avance, c'est que tout se passe bien. Et donc, si jamais à la sortie, on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné et qu'il ne nous a pas prévenu, à ce moment-là, il est en tort. Simplement. Donc, à ce moment-là, vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Ton évaluation, qu'est-ce que je vais faire à la fin de l'année, quoi? Parce que si un processus qui est parfaitement défini et tu ne respectes pas ce point, ce point, ce point, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein. Tu vois, là, on peut le confronter. Il est en tort. Donc, on n'est pas obligé de contrôler à partir du moment où on a mis en place tous les KPI nécessaires et où on a mis vraiment cette recommandation qu'on doit être prévenu dès que ça dysfonctionne parce qu'on n'est pas là pour jouer aux pompiers. Ok. Et donc, ça, c'est. Trois questions. La première, c'était ça. La deuxième? De toute façon, Non, la première, c'était sur les horaires, en fait, ah, la les, formation. les horaires, d'accord, oui. Donc, ça, Donc, oui. la La deuxième, troisième, oui. La c'était sur troisième. la soumission vers quelqu'un qui a un profil plutôt soumis, qui souhaite arriver à un Un peu, manager. oui. Ah, voilà. Oui. Euh, j'ai envie de dire, plus la personne est préfrontale, moins son positionnement grégaire va avoir d'influence. C'est-à-dire, même une personne qui est naturellement soumise, à partir du moment où elle est dans cette posture du cerveau adaptatif, elle est capable de s'observer, eh bien, elle va être capable de corriger ce qu'elle peut percevoir d'elle, parce qu'elle sait très bien qu'elle a plutôt tendance à se soumettre, et donc elle sait prendre la posture qu'il faut pour donner une directive à un moment. Une personne qui serait soumise et qui n'est pas consciente d'elle, qui n'a pas cette capacité à utiliser son mode adaptatif, elle risque d'en baver. Elle risque d'en baver parce que la posture soumise, tiens, tu voudrais pas me faire ça? Non, tu peux pas. Bon, tant pis, je vais le faire moi. Tu sais. Et puis du coup, elle prend le truc de tout le monde parce qu'elle n'ose pas. En plus, ça, le soumis, dans son excès, il se sent responsable de tout ce qui ne va pas. Du coup, elle va bosser, 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 elle va faire le boulot pour tout le monde et elle va finir en burn-out. Voilà. Ou se suicider aussi, le suicide aussi. C'est un peu l'extrême dans le soumis, dans cette posture, c'est suicide ou burn-out. Donc, autant éviter, autant faire en sorte d'être certain que la personne, déjà, même si elle a une posture un peu soumise, encore j'ai envie de dire,
le préfrontal en lui-même amène dans une posture assertive, quoi qu'il arrive. Quand on est conscient de soi, on devient assertif. Donc, c'est surtout ça. Ok, Ça répond à ta merci question? beaucoup. Très clair. Avec plaisir. Merci pour tes questions aussi. Absolument, absolument. Je vais bien participer à la formation, mais je vais changer des dates plus dans le futur, oui. La neurosystémique, tu veux dire? Aussi? Oui, Oui, d'accord. ouais, les 23 septembre, c'est trop près et oui, Non, c'est 23 pour ça. septembre, c'est communication, hein. Mais La neurosystémique, c'est je courant parle de la octobre, hein. communication, oui. D'accord, d'accord, Je parle de celle que nous avons fait aujourd'hui, oui. d'accord. Parce que Ouais. neurosystémique, c'est en octobre. Tout ce qui est management, Ok, le cœur de fonction d'une personne dans une organisation, etc. Justement, en ok, prenant compte du fait qu'est-ce qu'il est dominant, soumis. Tout ce qui va être la gestion de l'équipe et le management, c'est en d'accord. octobre. En octobre, Ok, c'est ça, je neurosystémique. regarderai à ce moment-là. Parfait. Voilà, pourquoi pas. OK. Au plaisir. Oui, absolument. D'autres questions? Je vois qu'il est 14h12. Il y en a déjà qui ont dû partir retourner au travail, mais s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Plus de questions? Non? C'est bon? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle après-midi, plein de belles choses, et puis beaucoup de réussite et de bien-être. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à tous. Merci, Olivier. Allez, Merci, à très Shalom. bientôt. Bye bye. Shalom, Bientôt. Alicia. Merci. Shalom. 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 Toda rabba. Merci. Bye bye.